Saint-Maxime du Mont-Louis, vous écoutez Télé-Soleil. Nourrir notre monde, c'est un mouvement de mobilisation qui vise à favoriser une alimentation locale, saine, durable et solidaire. Un peu partout en ce moment au Québec et même dans le monde, il y a un engouement pour l'alimentation de proximité. En Gaspésie, aux îles de la Madeleine, c'est le laboratoire rural de Produire la santé ensemble qui a un peu mis la table. Nourrir notre monde, ça a pris racine en Haute-Gaspésie en 2017 et ce mouvement-là a rapidement pris de l'ampleur pour commencer à s'étendre à l'ensemble de la région. C'est un projet qui est parti de la base, donc vraiment calé sur les préoccupations et les besoins du milieu. Les gens se questionnent, mais ce qui mobilise surtout, c'est l'envie de passer à l'action pour faire une différence. Donc, comment, concrètement, chacun peut contribuer à augmenter l'autonomie alimentaire localement. Le cœur de Nourrir notre monde, c'est de favoriser ce qu'on appelle le réseautage de la terre à l'assiette. Donc, tout part des interactions qui se créent, les liens qui se tissent entre les gens. Il faut faire circuler l'information au sujet des initiatives parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais aussi de favoriser les interactions entre les producteurs, les transformateurs, les consommateurs et tous les acteurs finalement du monde agroalimentaire. Pour rapprocher les producteurs des consommateurs, on va mettre en place des circuits courts de distribution comme par exemple les marchés publics. Un autre des piliers de Nourrir notre monde s'appuie sur le partage des savoirs. Donc, réapproprier les savoirs ancestraux liés à la chasse, à la pêche, réapprendre à cuisiner, à cultiver, à transformer les aliments d'ici et surtout à les conserver tout au long de l'année. Et le transfert de ce bagage-là passe aussi nécessairement par nos enfants. Un dernier élément à ne pas sous-estimer, c'est de faire une grande place à l'implication citoyenne. Une bonne manière, c'est en soutenant les projets émergents dans nos municipalités, comme les jardins communautaires ou des cuisines collectives. Au final, c'est la somme de toutes ces idées, ces initiatives-là qui vont avoir un impact réel sur notre système alimentaire. On veut favoriser l'accès à une alimentation saine pour tout le monde et qui est produite localement. On a la chance de vivre dans un territoire qui est vaste et il y a vraiment de la place ici pour les idées, pour les initiatives. Que vous soyez un élu, un producteur, un citoyen, on vous invite à joindre le mouvement. On se parle parce que dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que c'était un lab de 3 ans qui a été financé par le ministère de l'Environnement. Puis là, vous avez, le 13 juin dernier, si je me trompe pas, vous avez fait un bilan, enfin, vous avez déposé votre bilan de ce laboratoire. Est-ce que tu voudrais nous faire, avant qu'on commence plus dans les détails, nous faire un petit reflet de c'était quoi ce lab, d'où il vient, pourquoi avoir décidé d'avoir pris ce sujet-là qui est nourrir notre monde, en fait? Ouais, dans le fond, si on remonte là, pour l'historique, on remonte en 2019, on a été approché par le ministère de l'Environnement en tant qu'organisme Nourrir notre monde, qui était quand même nouvellement incorporé. C'est un jeune organisme, en fait, surtout à ce moment-là. Puis bon, le ministère de l'Environnement a dit pourquoi vous déposeriez pas pour faire un projet d'innovation sociale en lien avec la lutte au changement climatique. Vous pourriez avoir un angle sur la résilience des communautés face au changement climatique par l'augmentation de l'autonomie alimentaire. Donc évidemment, on a dit oui, bonne idée. Donc on a appliqué. Puis c'est la MRC de la Haute-Gaspésie, dans le fond, qui est comme porteuse là, du projet. Il fallait que ce soit une MRC qui dépose à ce type de programme-là. Donc, c'est la MRC là, qui était comme notre partenaire là, au niveau de porter le projet, mais c'est vraiment Nourrir notre monde qui a réalisé les actions sur le territoire, tout l'accompagnement et tout ça. Vous avez eu 3 ans pour
pour élaborer, c'est comme faire de la recherche un petit peu, faire des tests, essais, erreurs, voir où vous aviez déjà une direction bien établie. Ben, dans le fond, l'idée, c'était vraiment de voir comment on pouvait augmenter la résilience des communautés face au changement climatique par l'augmentation de leur autonomie alimentaire. Dans le fond, la prémisse du lab, c'était un peu le bris de route là, qu'on a connu dans les dernières années, là, 2016-2018, si je me souviens bien, là, où on a vu vraiment notre accès à l'alimentation limité et fragilisé là, par les changements climatiques à cause des bris de route, des problèmes d'approvisionnement, surtout dans les localités plus dans l'est de la MRC. Évidemment parce qu'il y a une unique route d'accès. Donc, on s'est dit comment on pourrait faire pour créer localement et collectivement un système qui nous permettrait de moins dépendre, dans le fond, là, de toute cette organisation qui est fragilisée là, par tous les changements climatiques. Quand on pense aussi aux grandes productions, aux champs de monoculture, tout ça, c'est très impacté là, par tout ce qui est changement climatique. Puis en plus, dans le fond, le lab a commencé vraiment en mars 2020. Donc, on était dans un moment où, à cause de la crise sanitaire, vraiment, on voyait encore plus là, l'importance de créer une résilience des communautés puis de créer localement là, de l'alimentation parce que les gens avaient très, très peur de voir des bris d'approvisionnement. On a vu des bris d'approvisionnement dans certains produits. Donc, on se disait, bon, ben... Les gens ont très bien répondu à l'appel parce que je pense qu'ils sentaient le besoin de comme, OK, ben, il va y avoir des changements, il va y avoir des crises qui vont faire qu'il faudrait qu'on apprenne à s'organiser ensemble ici pour être plus autonome. Donc, la crise sanitaire pour le projet du Lab Nourrir notre monde, ça a été vraiment un bon coup d'élan, là, si on veut, parce qu'en plus, l'autonomie alimentaire était vraiment sur toutes les bouches, là, le gouvernement investissait là-dedans. Bon, c'était comme le sujet de l'heure, là, à ce moment-là. Puis c'est quoi qui fait que... Parce que je me souviens de la période aussi, quand il y a eu Produire la santé ensemble sur le territoire, dans le coin de Percé aussi. Ouais. Alors, il y avait déjà un peu cette réflexion de... On sait d'où on vient, il y avait déjà une forme d'autonomie il y a un certain temps, puis là on est rendu un peu plus dépendant, et puis là on essaie de retourner vers ça. Puis est-ce que c'est compliqué? Ça a l'air d'être des fois une machine qui est dure à mettre en place, mais comment toi, après 3 ans sur le terrain, est-ce que c'est quelque chose qui peut être remis facilement dans le paysage gaspésien? Ben, l'idée, c'était vraiment pas d'idéaliser un certain passé au sens où, comme je pense qu'il y avait des modes de vie paysans qui étaient très difficiles, fait qu'on voulait voir comment on pouvait revaloriser les savoir-faire ancestraux, mais en intégrant justement soit des technologies innovantes, soit des façons de faire innovantes, c'est-à-dire justement de se regrouper là, de façon collective avec des modes d'organisation communautaire. C'est sûr que ça représente quand même plusieurs défis, entre autres quand on pense aux caveaux, qui à l'époque, les caveaux, c'était les caves de dehors, tout le monde en avait, c'était pas compliqué à construire, c'était pas coûteux. Là, dans le cadre du projet, ce qu'on a remarqué, il y a quand même 2 caveaux là, qui ont été construits là, dans le cadre de projets d'initiative citoyenne qu'on accompagnait. Mais ce qu'on remarquait, c'est que présentement, avec les réglementations au niveau municipal ou en tout cas au niveau de tout ce qui est comme réglementation en lien avec les bâtiments, le caveau a perdu son usage. On ne sait pas quel usage est un caveau. Fait que là, pour être légal dans la construction d'un caveau, ben, il y avait plusieurs embûches qu'on s'imagine les gens ne croisaient pas auparavant quand ils s'organisaient un peu plus informellement là, dans la construction d'un caveau. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on veut se réapproprier un savoir-faire d'antan comme le caveau qui est une façon de conserver sa nourriture qui est super efficace, qui demande aucune énergie. Mais on se rend compte qu'il y a plusieurs défis là, qui viennent avec ça aujourd'hui. OK. Voilà, là, le bilan, dans le fond, comment est-ce que tu pourrais résumer? Est-ce que tu as des coups de cœur? Est-ce que vous avez des choses que vous êtes fiers d'avoir réalisées? Si tu devais nous faire un peu un résumé de ce que vous avez, vers quoi vous êtes passé au travers, puis quelles ont été vos réalisations?
Ben c'est sûr que d'avoir réussi à mobiliser plus de 180 personnes là, dans le cadre du projet du Lab, dans le contexte de la pandémie, pour nous, on considère que c'est une grande réussite. Si on se ramène vraiment à cette époque-là, il faut savoir que des rencontres Zoom, ce n'était pas chose du commun en 2020, hein, c'était vraiment nouveau pour tout le monde. Puis nous, on a vraiment dû là, s'adapter à faire une grande stratégie de mobilisation citoyenne, à aller chercher les gens puis les intéresser à s'impliquer dans des projets, tout ça dans un contexte qui était vraiment pas favorable à se réunir. Fait que je pense que à ce niveau-là, là, il y a une grande fierté là d'avoir quand même réussi à créer des nouvelles façons de faire, puis d'avoir innové là, ne serait-ce que dans la façon d'aller faire de la mobilisation dans des temps qui étaient comme nouveaux. Ensuite, on visait, dans le fond, on comptait 15 localités dans la MRC parce qu'on voulait vraiment y aller par localité et non pas par municipalité. Donc, on voulait offrir la possibilité à toutes les groupes, là, dans le fond, de se mettre ensemble pour avoir un projet comme dans leur petit coin de patelin, puis vraiment pas que ça soit comme juste par municipalité. Donc, il y avait 15 possibilités de projets et on a terminé avec 13 projets quand même. Donc, on a fait presque 100% là, dans le fond des localités de la MRC. Donc, on a quand même accompagné avec une faible masse salariale. Là. On était l'équivalent de 2 ressources à temps plein, pas à l'année. Puis on a quand même réussi à accompagner là, ces 13 projets-là là, dans la réflexion, l'idéation, la mobilisation, la mise en œuvre, jusqu'à l'utilisation des projets. Donc, je pense que ça aussi, c'est une grande réussite à souligner. Puis une autre chose qui est très importante de souligner, qui concerne pas notre travail à nous, mais plutôt le nombre d'heures investies là, des citoyens et citoyennes. Il y a plus de 7500 heures là, parmi celles qu'on peut comptabiliser, parce qu'évidemment, on peut pas comptabiliser toutes les heures d'implication citoyenne, mais celles qu'on peut comptabiliser, on sait que c'est plus de 7500 heures qui ont été investies là, de temps bénévole par des citoyens et citoyennes qui étaient motivés par l'idée là, de créer un lieu collectif là, en lien avec l'autonomie alimentaire dans leur localité. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on tient à souligner parce que sans l'implication des citoyens et citoyennes dans toutes les localités, il n'y aurait pas de projet. Dans le fond, c'est vraiment eux là, qui ont permis que tout ça émerge. Là. OK. Puis c'est quoi le lendemain de ce laboratoire, maintenant que ces 3 ans sont passés? Est-ce qu'il y a une suite à ça? Déjà sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qui va rester? Et puis pour vous, en tant que laboratoire, est-ce qu'il y a aussi une continuité qui va se faire sous une autre forme? Comment ça se passe? Ouais. C'est sûr que là, présentement, ce qui reste, c'est sûr qu'il reste les 13 infrastructures en utilisation. Ça c'est sûr et certain qu'ils vont continuer d'être utilisés. Les groupes sont encore mobilisés, tout fonctionne bien. Il y a aussi la création d'outils qui a été faite. Donc, il y a une série de chroniques vidéo qui vont sortir. Il y en a 8, il y en a une qui est en ligne, puis les 7 autres sont à venir. Il y a une série balado qui documente tout le processus là, par lequel les citoyens et citoyennes et les partenaires sont passés là, pour arriver aux résultats du lab. Puis il y a aussi 15 fiches techniques là, qui permettent d'offrir une façon de reproduire ces projets-là, dans le fond, pour d'autres collectivités qui voudraient se mettre ensemble puis faire des projets d'autonomie alimentaire comme ça a été fait. Fait qu'il y a ça qui est vivant puis qui peut continuer d'inspirer les gens puis qu'on l'espère va circuler puis va inspirer d'autres groupes à faire ce même type d'initiative-là. Ensuite, pour ce qui est spécifiquement de l'accompagnement là, des comités qui se sont créés dans le cadre du lab, on espère un financement de base éventuellement parce que dans le fond, l'accompagnement de ces citoyens-là, ça fait partie de la mission de base de l'organisme de Nourrir notre monde. Donc là, le projet de 3 ans financé par le ministère de l'Environnement est terminé. Mais ça serait dans la mission de Nourrir notre monde là, de continuer d'accompagner ces citoyens-là, de continuer de les aider à organiser, par exemple, des événements de rassemblement, d'intervenir si jamais il y a un essoufflement au niveau de la mobilisation des bénévoles, parce qu'on le sait, les bénévoles, ça tend à être renouvelé. Là, les gens s'essoufflent de s'impliquer bénévolement, donc de les accompagner là-dedans, de les accompagner dans la création d'outils comme des codes de vie. On a déjà commencé de le faire, mais
mettre à jour ce type d'outils-là. Tout ça, ça fait partie de notre mission de base. Fait qu'on espère un financement là, pour continuer de le faire. Présentement, il n'y a comme rien de confirmé, mais on a bon espoir d'y arriver bientôt. Oui, parce que 3 ans, j'allais dire, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est peu pour lancer une machine comme ça quand on parle d'autonomie alimentaire et que, dans le fond, c'est un peu comme aussi insérer dans un milieu, une communauté, soit de changer aussi ses habitudes un peu de consommer, mais aussi pour des gens, des producteurs de s'installer puis de produire de la nourriture. Toi, avec le temps que tu as passé sur le terrain, est-ce que c'est quelque chose qui, j'imagine, dans un idéal, tu verrais ça s'étaler sur combien de temps? Puis est-ce qu'il y a c'est quoi la complexité qu'il y a là-dedans? Et, ça, c'est plus un point de vue personnel, c'est sûr, mais comment est-ce que toi, tu vois avec le travail que tu as déjà fait? Ben, c'est sûr que ce qu'on constate, c'est que 3 ans, c'est juste assez pour mettre en place un projet. Tu sais, on n'a pas beaucoup de projets qu'on a pu accompagner vraiment dans leur utilisation de leur infrastructure, là. Il y a quelques projets seulement. Les autres sont à finaliser leur implantation là, pendant la fin du lab. Tu sais. Fait que c'est vraiment, moi, ce que je vois, c'est vraiment au niveau de, tu sais, ça, l'accompagnement des groupes citoyens, tu sais, c'est un accompagnement qui est beaucoup plus léger que qui est dans la création d'infrastructures, mais je vois vraiment un besoin, là, c'est ça, au niveau des fois de conseils, d'avoir une personne d'un regard extérieur, tu sais, s'organiser en collectif. Là, les citoyens se ramassent avec une infrastructure, que ce soit une serre, que ce soit un caveau, que ce soit un parc nourricier. Ils sont autonomes. C'est un groupe de personnes qui se sont mis ensemble pour gérer ça. Mais les relations humaines, c'est complexe, tu sais. Puis il n'y a pas toujours bonne entente. Là, présentement, ça va bien dans tous les comités, mais on le sait que l'organisation collective peut poser des problèmes là, au niveau de la gestion des ressources humaines. Tu sais, puis ça prend des personnes qui ont un regard plus extérieur pour venir intervenir sur ce type de situation-là. Fait que moi, je vois vraiment un besoin à ce niveau-là de dire, ben, sans nécessairement dire que des agents de mobilisation seraient impliqués dans les comités au quotidien, de dire qu'il y aurait quelqu'un à qui faire appel, en fait. Puis ça, c'est le travail comme d'une vie, là, tant que le groupe est en place. Je pense que ça peut être bon d'avoir quelqu'un à se référer, ou en tout cas, du moins, là, pour les 5-7 premières années, là, je dirais, là, mais... Parce qu'après, bon, il y a des groupes qui vont peut-être en venir à s'incorporer, qui vont développer des missions, qui vont se développer peut-être de conseils d'administration. Puis là, il y aura une autre forme d'organisation collective qui pourrait être plus autonome. Mais ça prend du temps, puis il faut laisser le temps aux gens d'expérimenter. C'est sûr qu'avec l'argent qui est investi dans les infrastructures, ben on vise la pérennité, hein. On veut pas que les groupes s'essoufflent puis éclate, puis que plus personne s'occupe de l'infrastructure, c'est pas souhaitable, tu sais. Mais pour terminer, est-ce que avec tout ce qui s'est passé, bon, tu parlais d'une boîte à outils là, avec les fiches, les vidéos, les balados, tout ça. Au niveau de la transmission, il y a déjà des projets qui volent un peu de leurs propres ailes. Est-ce que c'est quelque chose qui est voué aussi à faire un partage un peu plus large que la Gaspésie? Ça va. Est-ce que vous aussi vous recevez de ce qui se fait à l'extérieur? Mais c'est sûr que nous, on s'est vraiment largement inspiré là, entre autres, Produire la santé ensemble là, avec leur laboratoire rural qui a eu lieu il y a quelques années, mais aussi d'Eureco au Saguenay là, qui font ce type de processus-là là, d'accompagner des municipalités, dans le fond, dans la mise en œuvre là, d'infrastructures nourricières, ou en tout cas de lieux communautaires en lien avec l'alimentation. Donc, nous, déjà, à la base, on s'est inspiré de d'autres, mais déjà, il y a des appels de demande de formation pour accompagner d'autres organismes dans d'autres MRC qui voudraient reproduire ce type de projet-là, puis qui voudraient avoir un petit peu là, des conseils. On a essayé de faire un cahier de charges pour essayer le plus possible de facilement le passer, ce savoir-là, parce que on a acquis beaucoup de connaissances, là, comme tu disais tantôt, c'est le but, c'était un peu aussi de faire de la recherche pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, puis on a vu que des choses ne fonctionnaient pas, puis que des choses fonctionnaient aussi très bien. Donc, ce bagage-là, on aimerait ça pouvoir le passer à d'autres, puis c'est un peu l'objectif des outils, mais je pense que ça va aussi nécessiter là, qu'on puisse dialoguer là, avec d'autres organismes qui ont le même genre de mission que nous là, dans les prochaines années.
En tout cas, merci beaucoup, Rosie, pour ton temps. Et j'ai quand même une dernière question. C'était en lien avec les gens qui nous écoutent là présentement, puis qui ont peut-être pas ou peu entendu parler de ce projet-là, mais il y en a qui ont aussi l'intérêt des fois de se lancer dans un mode plus autonomie alimentaire. Alors des fois, c'est juste qu'en commençant par un simple potager chez soi, c'est de commencer à faire du compost. Il y a beaucoup de petits gestes qu'on peut faire. Est-ce que il y a de l'information qu'on peut trouver sur votre site internet ou quelque part pour justement se donner un petit coup de pouce ou avoir justement de l'information concernant cette volonté de pouvoir aller plus loin? Ouais, ben je dirais qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a deux groupes Facebook. Il y en a un qui s'appelle Autosuffisance Haute-Gaspésie, l'autre s'appelle Accompagnement Jardin Haute-Gaspésie. Ces deux groupes Facebook-là sont gérés à même Nourrir Notre Monde. Donc, c'est des employés de Nourrir Notre Monde là, qui s'assurent que toutes les réponses sont répondues. Mais il y a aussi un beau travail d'échange vraiment citoyenne sur ces groupes-là. Donc, c'est des mines d'or d'informations pour les personnes qui veulent se lancer puis qui ont des questions, que ce soit plus débutantes ou plus avancées. Il y a toutes sortes de gens sur ce groupe-là qui peuvent répondre à leurs questions, en plus de nous là, qui assurons une petite veille. Puis, on a aussi mis dans notre boîte à outils, dans le fond, tout ce qui était nos sources pendant nos recherches là, pour accompagner les citoyens dans la mise en œuvre des infrastructures. Fait que tout ce qui nous a, nous, inspiré, on l'a ajouté dans la boîte à outils. Donc, il y a toutes sortes de trucs là qui dépassent, qui n'ont pas nécessairement de lien avec le lab ou les infrastructures du lab, mais qui sont plus des références. Là. Donc, j'invite les gens à aller fouiller là-dedans aussi. Ben, merci beaucoup. Puis on souhaite que ça continue, en tout cas, pour notre avenir. Oui, merci à toi.